La parole est à Madame Élisabeth Doineau pour le groupe Union centriste et pour 8 minutes. Merci. Madame la ministre, Madame la présidente, Madame la ministre, Madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui, ça a été dit, 2 textes relatifs aux lois de financement de la sécurité sociale. Certains se sont étonnés, je l'ai entendu, voire émus, que cette proposition de loi organique ne soit pas seulement un texte technique. Mais mes chers collègues, qu'y a-t-il de plus politique que les rôles respectifs du gouvernement et du Parlement dans la gestion de la moitié de nos dépenses publiques ? Nous nous situons au cœur de nos missions. Cet examen me donne l'occasion, à ma prise de fonction de rapporteur général, de rappeler aux côtés de la présidente Catherine Deroche l'attachement qu'a notre commission à faire de la LFSS, cette loi financière devenue incontournable, un réel outil de pilotage de nos politiques sociales. Certains veulent aussi voir dans ce texte un affront aux partenaires sociaux, une mise à mal du paritarisme ou même une étatisation scandaleuse des politiques sociales. Je leur laisse la caricature. Notre commission a fait le choix d'un travail sérieux et équilibré, et je tiens à saluer la persévérance et la sagesse de notre rapporteur Jean-Marie Vanlerenberghe, qui, je le crois, dont on connaît l'attachement au paritarisme. Je pense qu'il est temps d'arrêter de regarder la sécurité sociale comme un monument statique depuis 1945, d'arrêter de voir le PLFSS comme une discussion pudique sur des assurances sociales qui fonctionneraient d'elles-mêmes. Oserais-je la comparaison d'un arc de triomphe caché sous les voiles de sa pudeur ? Nous devons tirer les enseignements des évolutions, comme dans la construction de ces dépenses, et même plus récemment, comme dans la structure de ces recettes, mais plus récemment, de manière de plus en plus nette, le rôle d'opérateur de l'État, qu'elle assume parfois avec l'assurance maladie ou encore avec les CAF. Nous devons aussi constater que le poids de la dette sociale ne nous permet pas de nous cacher de nos responsabilités. Et car la sécurité sociale a changé, la LFSS doivent aussi changer, dans leur forme, dans ce qu'elles permettent au gouvernement également. Cette proposition de loi organique, nous la revendiquons comme une rénovation nécessaire du cadre des lois de financement de la sécurité sociale et un renforcement de leur rôle de pilotage des politiques et dépenses sociales. Pilotage, j'ose le mot, car j'estime qu'il est trop facile de penser que sous prétexte qu'une politique est sociale, elle ne peut être arbitrée, évaluée financièrement et éventuellement recalibrée. Car j'estime aussi que l'existence des PLFSS a consacré le rôle du Parlement en la matière. Si la révision constitutionnelle de 1996 a créé les lois de financement de la sécurité sociale, en les distinguant des lois de finances à l'article 34 de la Constitution, aucune ambiguïté n'est admise sur l'intention du constituant. Certains veulent voir dans ce texte une vague constatation de dépenses presque extérieures au Parlement. C'est une erreur qu'ils font et c'est se méprendre sur la mission que nous donne la Constitution. Je ne peux pas, en tant que rapporteur général, considérer que le PLFSS ne constitue pas une forme d'autorisation parlementaire de la dépense publique. Considérer que les votes qui sont les nôtres sur les tableaux d'équilibre et sur chacun des objectifs de dépenses sont dénués de normativité. Je regarde aussi le gouvernement en disant cela. Les lois de financement de la sécurité sociale offrent une souplesse extrême en matière de gestion des crédits publics. Nous le savons et le gouvernement le revendique comme un avantage opérationnel. Mais ne confondons pas souplesse et laxité. Et je veux le dire clairement ici, ce n'est pas parce que la sécurité sociale et non l'État fournit ses crédits à un opérateur que celui-ci doit disposer du jour au lendemain d'un guichet ouvert sans contrôle du Parlement. Dans un langage plus trivial, je dirais que ce n'est pas open bar. C'est sur ce constat d'un changement de gestion de la sécurité sociale et d'un régime budgétaire inadapté à ces évolutions que nous avons voulu, au sein de la commission, travailler à actualiser la loi organique de loi de financement de la sécurité sociale. C'est pour cela que je souhaite évoquer ici un axe qui me paraît majeur dans les apports de notre commission,
au texte transmis par l'Assemblée nationale, à savoir ce que nous avons appelé les clauses de retour devant le Parlement. Madame la ministre, l'approche qu'a eue le Gouvernement du respect des lois de financement de la sécurité sociale lors de l'année 2020 nous a surpris et nous a marqués. Alors que 4 collectifs budgétaires ont été discutés au Parlement, aucun projet de loi de financement rectificatif n'a été déposé. Aucun. N'y avait-il pas l'objet à celui-ci? Soyons sérieux. Un relèvement du plafond d'emprunt de l'ACOSS de 39 à 95 milliards d'euros, un choc considérable de recettes dues à l'activité partielle, une augmentation majeure et nécessaire des dépenses de santé pour faire face à la pandémie. Ce sont autant de motifs, autant de sujets qui chacun aurait pu justifier un PLFSS rectificatif. Le Parlement siégeait durant la crise et notre commission des affaires sociales réclamait un tel texte. Mais le ministre, M. Dussopt, nous l'avait dit et répété, le gouvernement n'a pas déposé de collectif social car il estimait que la loi organique ne l'y contraignait pas. C'est là où nous divergeons profondément. Certes, le droit ne l'obligeait pas, mais la situation financière de la sécurité sociale rendait cet exercice politiquement et démocratiquement incontournable. Aussi, 3 clauses de retour devant le Parlement sont ainsi inscrites dans la loi organique de loi de financement de la sécurité sociale. Elles partagent une même finalité, celle de ne pas dessaisir chaque année le Parlement de la gestion de la sécurité sociale, tantôt la loi de financement de la sécurité sociale adoptée. La première clause concerne le plafond de l'ACOSS. Nous ne nous satisfaisons pas d'une simple information lors de son relèvement et souhaitons que les décrets de relèvement soient pris après avis de la commission des affaires sociales. La deuxième clause concerne les objectifs de dépenses, et particulièrement l'Ondam. Je le dis ici, le dispositif retenu ne bride en aucune façon les capacités d'action du gouvernement en temps de crise, mais il impose à celui-ci de recueillir l'avis du Parlement sur les dépenses qu'il entend faire au-delà des montants votés par celui-ci. Cela nous semble le minimum. La troisième clause concerne particulièrement les périodes de crise et est issue d'un amendement que j'ai porté. Ainsi, en cas de rupture des équilibres financiers votés, à défaut d'un collectif social, le gouvernement devra à tout le moins présenter au Parlement un rapport détaillant les raisons des dérapages financiers et actualisant les prévisions des crédits votés. Surtout, car notre position est celle de parlementaires souhaitant assumer leurs responsabilités, les commissions des affaires sociales devront se prononcer sur les orientations soumises par le gouvernement. Ce texte est donc un texte soucieux des droits du Parlement. Devons-nous nous en excuser? Mais je crois fondamentalement qu'en période calme comme en temps de crise, il est démocratiquement sain pour un gouvernement de devoir se confronter au Parlement. Enfin, à ceux qui s'étonnent que ce texte s'attache à la notion d'équilibre des comptes sociaux, permettez-moi d'être directe. Comment concevez-vous la pérennité de la sécurité sociale si celle-ci n'a comme avenir que des déficits transférés régulièrement à la Cades? Comment donner confiance aux jeunes générations quand elles entendent que leur pension de retraite n'est pas garantie ou que nous leur transmettons concrètement avec la dette sociale le paiement de notre propre feuille de soins? Je crois en la sécurité sociale, à son rôle dans notre pays comme ciment de cohésion nationale et comme instrument de solidarité. Je crois à la fonction d'amortisseur social en temps de crise économique et justement parce que je crois en notre modèle social, je considère que son équilibre financier est le gage de sa soutenabilité. Merci.